Ville-Marie, c'est des citoyens qui sont fiers de leur ville, qui s'appliquent à la garder propre et ceux qui ont vraiment un sentiment de fierté envers la ville. Bienvenue chez nous à Ville-Marie. Bienvenue à l'émission Chez nous. Aujourd'hui, on se trouve du côté de la ville de Ville-Marie avec le maire de Ville-Marie, Michel Roy. Bonjour Michel. Bonjour Amélie. Alors Michel, aujourd'hui, on fait le tour de Ville-Marie. Peux-tu nous donner un petit aperçu de qu'est-ce qu'on va voir? Oui, on va visiter un site historique, la Maison du Frère Moffett. On va visiter un organisme. On va visiter aussi la préparation de la foire là, qui se passe présentement. Et puis la biennale et plein de surprises. On va rencontrer une personnalité aussi. Alors, on y va? On y va. Ville-Marie, qu'est-ce qui la distingue des autres municipalités au Témiscamingue? C'est une bonne question. Je te dirais que je crois que c'est le lac. La marina, la vue du lac, la baie des Pères, on se sent imprégné du lac tout le temps. Puis, quelle est la plus grande force de la ville de Ville-Marie, selon toi? Je pense que c'est la stabilité économique que les employeurs amènent, que je pense à la commission scolaire, au centre de santé, à LVL Global. On a des entreprises qui sont assez stables économiquement, donc on a moins de fluctuations que certaines villes ou villages des alentours. Les habitants du village de Ville-Marie, comment qu'on les appelle? Les Villemariens, Villemariennes. Il y a combien d'habitants à Ville-Marie? Environ 1600. Il y a une baisse démographique depuis quelques années. Je te dirais, je crois, entre 5 et 10 ans, on a une baisse, comme partout ailleurs au Témiscamingue, mais on a une baisse démographique. Et puis, qu'est-ce qui est unique à Ville-Marie? Qu'est-ce qui la différencie de toutes les autres municipalités au Témiscamingue? Je crois que c'est le lac qui touche plusieurs municipalités, mais quand tu arrives à Ville-Marie, tu vois la baie des Pères, tu vois la marina, on dirait que tu es imprégné du lac, peu importe où tu es dans le village. Donc, je pense que c'est la présence du lac. Et puis, c'est quoi la plus grande force de Ville-Marie? Pour moi, c'est la stabilité économique. On n'a pas de haut et de bas comme à Rouyn-Noranda, par exemple, ou à Val-d'Or avec le domaine minier. À cause des entreprises comme, je te dirais, LVL Global ou le centre de santé, on a la commission scolaire qui ont des emplois stables. Donc, on est toujours à peu près égal. Michel, depuis combien de temps est-ce que tu habites à Ville-Marie? 21 ans environ. Puis, tu es originaire d'ici ou... Je suis originaire de Rouyn-Noranda. Je suis parti depuis longtemps, mais c'est ça, je suis à Ville-Marie depuis environ 21 ans. Okay. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es emménagé ici? C'est un choix, je te dirais, un choix de vie et un choix de carrière, là, mais je me cherchais un endroit pour élever mes enfants où ils seraient en sécurité, on serait bien. J'étais rendu là dans ma vie de m'en venir une place comme le Témiscamingue. Quel métier est-ce que tu occupes? J'ai une ressource en santé mentale depuis 21 ans. Depuis combien de temps est-ce que tu es à la mairie de la municipalité? Ça fait 10 mois. J'étais conseiller municipal, puis je m'intéresse beaucoup à la politique, puis je voyais qu'on avait une très bonne équipe à la ville. Donc, c'était sécurisant, puis il y avait des beaux défis, donc j'ai décidé de me lancer. C'est quoi, justement, les plus grands défis en tant que maire? C'est au niveau économique, c'est certain, resserrer les finances. C'est aussi garder les services qu'on a présentement, faire des liens avec les autres municipalités, faire des regroupements. C'est pas mal ça, le gros de notre mandat présentement. Et puis, c'est quoi les valeurs que tu prônes le plus, toi, en tant que maire? Envers les employés, c'est surtout la loyauté, d'être bien dans ce qu'on fait, d'être positif, puis d'avoir une vision et d'aller vers l'avant, je te dirais, puis d'avoir un sentiment d'appartenance à Ville-Marie, mais aussi à l'ensemble du territoire du Témiscamingue. Comment est-ce que tu te décrirais en tant que maire, toi? Je suis très franc, je fais pas de politique aérée, je suis direct. Des fois, je suis un peu peut-être raide. Moi, je suis là pour un mandat, hein? Donc, dans ma tête, je fais mon mandat, je fais la job que j'ai à faire. Des fois, ça ne plaît pas à tout le monde, mais je le fais pour la ville parce que j'aime ma ville. Donc, je suis quelqu'un de droit, de franc et d'honnête. Ouais. Michel, maintenant, on va parler de l'histoire de Ville-Marie. Et pour parler de l'historique de Ville-Marie, je te demandais à un invité spécial de le faire. Oui, j'ai pensé à Jacques Loisel, qui est conseiller municipal depuis 10 mois. Il est rentré en poste en même temps que moi. Et puis, il est membre de la Société d'histoire du Témiscamingue. C'est que je pensais que c'est la personne idéale pour nous raconter l'histoire. Et puis là, je pense qu'il nous entend quelque part ici. Là. Oui, Jacques est déjà rendu en haut. On va aller le rejoindre. Super, on y va. Merci.
été fondée en 1886. Anciennement, ils appelaient ça la baie des Pères, la baie Kelly. Et ils ont fondé, c'est ça, Ville-Marie en 1886. C'est des colons qui sont venus de l'extérieur et c'est les curés, les oblats, qui ont fondé, autrement dit, Ville-Marie, la baie des Pères, qui était, il était installé à la mission Saint-Claude, qui était sur le côté de l'Ontario. Et ils sont déménagés ici à Ville-Marie. Et quelles sont les premières familles qui sont arrivées à Ville-Marie? Il y a des Archambault, il y a des Pilons, des Loisel, des Dubé. Mais la ville de Ville-Marie, au départ, on avait beaucoup de commerces. Des shops de coke, Pepsi, une beurrerie, une meunerie, une laiterie. Et c'est tout parti à un moment donné. Mais on essaye de diversifier ça avec d'autres commerces ici à Ville-Marie. Bien, la grotte de Ville-Marie, c'est quelque chose d'exceptionnel. On ne peut pas retrouver ça ailleurs, je pense, au Témiscamingue et au Québec. C'est vraiment typique à Ville-Marie. On a une reproduction de la grotte Notre-Dame-de-Lourdes. Et puis, c'est une fierté, je pense, pour les gens de Ville-Marie et du Témiscamingue. Bien, une anecdote marquante, moi, je me souviens... plus petit, vers la fin des années 60 ou début 70, on avait une prison ici à Ville-Marie et il y a des prisonniers qui se sont évadés. Et c'était vraiment, là, c'était le western parce que les gens étaient sortis avec leur carabine puis étaient installés sur différents bâtiments en direction de la prison. Et puis là, c'était le branle-bas de combat. Là, tout le monde cherchait les prisonniers dans Ville-Marie. Ça fait que, je ne sais pas s'ils les ont retrouvés, je pense que oui. On la voit encore, là, la partie de la prison n'est plus là, mais on a encore un palais de justice ici à Ville-Marie. De tourisme en général à Ville-Marie. Est-ce que Ville-Marie, c'est une destination touristique? Oui, c'est certain, avec la maison du frère Moffett. On a aussi, comme on va voir tout à l'heure, la Biennale, la Marina. Il y a plein de choses à visiter. Et puis, justement, les attraits touristiques les plus importants à Ville-Marie, selon toi? C'est pas mal ce que je t'ai dit. Je pense que Maison Frère Moffett, c'est un incontournable. Et puis la Biennale, une fois par 2 ans. Mais sinon, il y a toujours des expositions. Qu'est-ce qu'on a à part ça? La Verrerie de la Montagne, on a la chocolaterie Martine, on a plein d'autres choses à visiter, là. Et puis, comment est-ce que tu vois l'avenir en tourisme au Témiscamingue avec l'avenue du Parc au Pémican? Bien, ça va être positif parce qu'on voit déjà que de plus en plus de touristes qui découvrent le Témiscamingue sont un peu en retard, mais on a de plus en plus de gens. Puis le Parc au Pémican, on était dû. Là, regarde, il y a des parcs partout. On avait le Vieux-Fort quand même qui était à Duhamel, mais ça va juste nous amener plus de gens. On est content pour le sud, mais on va avoir des retombées au centre aussi. Et là, en ce moment, on se trouve devant justement un des attraits importants de Ville-Marie, Oui. la maison du frère Moffett. Pourquoi est-ce que c'est important pour Ville-Marie, cet attrait-là? Bien, ça explique notre histoire, d'où on vient. Il faut que les gens comprennent que l'histoire du Témiscamingue et de l'Abitibi est très, très, très différente. Le Témiscamingue étant beaucoup plus vieux, plus agricole. Donc, c'est important que les gens découvrent d'où on vient. On parle de Ville-Marie, mais aussi quand tu vas à Anglier, je pense au T.A. Draper, la maison de Gédéon, tout ce qui était le bois. Donc, c'est important de garder des souvenirs comme ça. Et puis, pour en parler justement, pour nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cet attrait-là, on s'en va rencontrer qui? Oui, on va aller rencontrer Dominique Bérubé, qui est coordonnateur de la Maison du frère Moffett, qui est un expert en histoire. Donc, venez-vous-en. En fait, la maison du frère Moffett, c'est la plus ancienne maison encore existante de toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle a été bâtie en 1881 par le frère Joseph Moffett, qui était un oblat de Marie-Immaculée. Eux étaient installés, en fait, à la mission Saint-Claude, en face du fort Témiscamingue. Et l'idée, en fait, c'est que suite à une première récolte de blé, on a eu la permission, à ce moment-là,
de bâtir une maison dans la baie ici pour développer de l'agriculture. Donc, la deuxième année, en 1882, c'était la ferme des Aublats qui a été bâtie. Et la maison, sa vocation, c'était en fait d'accueillir les travailleurs de la ferme des Aublats. Donc, anciennement, elle s'est appelée la maison du colon. Et en 2002, ils se sont rendus compte que ce n'était pas sa réelle vocation à cette maison-là. C'était vraiment plus de loger les travailleurs de ferme. Certaines familles de colons venaient ici dormir la première nuit ou deux avant qu'on les apporte à leur lot de colonisation. Mais au départ, c'est vraiment une maison de travailleurs de ferme. C'est la plus vieille maison qui reste encore de toute la région. Et ça a été la première maison permanente de la baie des Pères. Donc, c'est vraiment le berceau de Ville-Marie. Elle a été déménagée plusieurs fois. Anciennement, elle était où se trouve le bâtiment de la MRC et la ferme était où il y a le palais de justice. Donc ici, là, sur la rue Notre-Dame-de-Lourdes, la maison du frère Moffett et tout ça, c'est vraiment le berceau de la civilisation témiscamienne, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'elle est importante, cette maison-là. Donc, il y a toujours l'exposition permanente qui, d'ailleurs, on a un gros renouvellement d'exposition qui s'en vient. Donc, il reste la saison à venir, donc l'été 2019, pour visiter l'exposition de la Terre et des Hommes. Ensuite, c'est super, on va avoir un gros renouvellement d'exposition à l'intérieur à partir de 2020. Donc, de la nouveauté, un peu plus de technologie aussi, c'est les nouvelles orientations là, du ministère de la Culture et Communication. Donc, sinon, il y a aussi l'expo temporaire qui est chaque année nouvelle dans le hangar. En 2018, c'était sur la fanfare de Ville-Marie. Donc, chaque année, c'est un thème qui est amené à changer aussi. Et il y a toutes sortes d'activités en périphérie là, des expositions. Par exemple, depuis, on a fait 3 années en ligne un spectacle extérieur gratuit, donc ça c'est amené à revenir parce que c'est toujours un succès. Plusieurs activités aussi au niveau de la transmission du savoir ancestral. Tu sais, la dernière saison, on a eu une activité sur la lactofermentation, sur la fabrication de savon artisanal, sur la cueillette des produits non ligneux. Donc, c'est toutes des activités comme ça qui viennent en périphérie. Comme c'est une exposition qui est plus vieillissante, c'est important de toujours se renouveler dans les activités autour pour que les gens de la région viennent aussi, pas seulement les touristes de l'extérieur, mais aussi les gens d'ici qui reviennent et qui ont toujours du plaisir à venir faire un tour. C'est sûr qu'aussi, parfois je me déplace dans les écoles, parler de l'histoire de la colonisation. Il y a des groupes d'enfants aussi qui viennent, des groupes organisés aussi de l'extérieur, des autobus parfois qui vont venir. Et une autre exposition ou un autre, en fait, tour qu'on offre, c'est le tour de ville en vélo-taxi. Ça, c'est très intéressant, ça marche très, très bien. Et l'idée, c'est de se promener dans le vieux Ville-Marie et de parler de l'architecture, des bâtiments, de l'histoire des débuts de Ville-Marie. On est des passionnés d'histoire, donc c'est vraiment une activité tripante. Les gens, quand ils viennent, ressortent d'ici souvent très allumés, vont faire plus de recherches. Donc, si vous êtes passionné d'histoire, c'est vraiment la place à venir. Et c'est vraiment la passion aussi, c'est animé. Donc, les guides s'approprient un peu la visite, chacun. On est très souvent costumés aussi quand il ne fait pas trop chaud. C'est sûr que la canicule, des fois, on laisse faire le costume en laine, là. Mais tout de même, animation, costume, musique. Donc, c'est vraiment l'idée là, que c'est dynamique, agréable et intéressant surtout. On a aussi notre boutique de produits régionaux, la boutique de la Maison du frère Moffett. Chaque année, on va chercher les produits de nos artisans du Témiscamingue, que ce soit les agrotransformateurs. Tu sais, je pense au domaine des Ducs, je pense aux produits de l'érable, de Thème-Sucre, miel Abitimis et tout ça. On a aussi beaucoup de produits d'artisanat, de tricot et tout ça, les disques des musiciens du Témiscamingue. On a beaucoup de bijoux, la Verrerie de la Montagne, Émilie Magie, donc tous des produits comme ça. Et ça marche très bien. Les gens viennent s'approprier ces produits-là, puis ça fait des très, très beaux souvenirs. Donc, on est à peu près la seule boutique de souvenirs, si on veut, aussi à Ville-Marie. Donc, ça aussi, c'est important de le mentionner. Puis, en même temps, ça permet à nos artisans d'ici de rayonner à l'extérieur de cette façon-là aussi. Et selon toi, qu'est-ce que ça apporte à la ville de Ville-Marie, ce lieu touristique-là? C'est vraiment le berceau de son histoire. Donc, quelque part, je pense que c'est important de le préserver parce que, on a perdu beaucoup de nos beaux bâtiments par des incendies, par des fois de la négligence aussi ou démolition. T'sais. Anciennement, on avait très peu le souci du patrimoine. Je pense au bateau Le Météore qui a été coulé parce que le train est arrivé dans la région, les gares qui ont été détruites. Donc, il nous reste ce vestige-là de l'époque de la colonisation. C'est très, très important de le conserver à ce moment-là. Puis je pense que c'est important pour Ville-Marie de conserver ces beaux bâtiments anciens. Michel, maintenant, on est rendu à visiter un deuxième attrait touristique. Lequel? Le Rift, qui est un incontournable de la scène culturelle du Témiscamingue.
Donc, on va aller rencontrer Amélie Cordeau, la directrice. Amélie Cordeau. Et juste avant d'aller la rencontrer, Michel, je veux savoir pourquoi tu as choisi de nous présenter ce lieu. Parce que c'est un autre lieu qui est calme, qui est plaisant à visiter. Là, présentement, c'est la Biennale, mais il y a toujours des belles expositions. Puis, on a le cinéma aussi qui est très intéressant. Donc, je pense qu'il faut absolument aller là. Puis le cinéma, il faut mentionner, c'est la seule salle au Témiscamingue aussi, là. Oui, avec la marquise qui vient d'être rénovée. Et puis, Michel, comment est-ce que la Galerie du Rift, justement, collabore à la vitalité de Ville-Marie? Bien, de Ville-Marie et du Témiscamingue au complet, parce que dans le Rift et la salle Augustin-Chénier, le Témiscamingue participe. Chaque municipalité, bien, pas chaque municipalité, mais la plupart mettent des sous dans le Rift. Donc, c'est un lieu de rassemblement pour les amateurs de culture. C'est un attrait pour le Témiscamingue pour attirer des nouveaux arrivants. Tu sais, on parle beaucoup d'attirer des nouveaux arrivants. Bien, ça prend une place où on peut voir la culture, voir les expositions, voir le cinéma, puis c'est ici. Le RIF, c'est 3 entités qui est sous une corporation. On la connaît beaucoup sur la corporation Augustin-Chénier parce que la salle d'expo, l'exposition, quand elle a été mise en place, elle s'appelait la salle Augustin-Chénier. Donc, depuis plusieurs années, ça a été changé pour le nom Le RIF. Il y avait eu un concours dans le temps pour trouver le nom. Donc, regroupe la salle d'exposition, un cinéma et la salle de spectacle. Bien, en fait, le Rift, c'est majeur comme atout pour la région parce que les gens qui restent ici ou les gens qui veulent déménager ici, c'est un moyen de rétention extrêmement fort. La culture, on le sait, ça dynamise un milieu et quand les gens viennent visiter la région pour venir y rester, bien, une des premières questions qu'ils posent, la première, c'est est-ce qu'il y a un hôpital, y a-t-il des médecins, y a-t-il des services et qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc, le RIF est essentiel pour ça et pour dynamiser effectivement tout le territoire du Témiscamingue. Dans un premier temps, on a un centre d'exposition et aux 2 ans, on a la Biennale internationale d'art miniature et ce depuis 26 ans. Donc, c'est la 14e édition cette année, donc 28 ans. Donc, c'est la 14e édition cette année. Les gens, d'édition en édition, reviennent, se souviennent de la Biennale et souvent vont quand ils prévoient des vacances en région, se souviennent que la Biennale, et il y a plusieurs gens qui reviennent d'édition en édition. Et même quand c'est pas une année de Biennale, les expositions, c'est toujours touristique. C'est culturel, c'est sûr, mais on a toujours des gens à travers l'année là, qui viennent de l'extérieur. Et oui, on a un cinéma qui n'est pas nécessairement touristique. Par contre, toute l'architecture l'est. Les gens qui viennent au cinéma, qui ne viennent pas d'ici, sont vraiment surpris on a vraiment gardé, dans le cadre des rénovations, pour que la salle de cinéma devienne une salle de spectacle, on a vraiment gardé le cachet art déco. Donc, que ce soit les touristes ou même les artistes qui viennent y performer, ils font vraiment wow! Ils sont vraiment fiers de venir jouer dans une petite salle comme celle-ci avec cette acoustique-là et toute cette architecture-là. Et évidemment, on a rénové récemment. L'année passée, ça va faire 1 an en septembre, on a rénové la marquise qui est fonctionnelle. Donc, tous les soirs de spectacle, elle est illuminée, les ampoules autour. Et le soir, tous les soirs de la vie, le rétroéclairage fonctionne. Donc, on peut bien voir ce qui s'en vient à l'affiche. C'est sûr qu'il y a plusieurs activités connexes. On participe beaucoup à la vie au Témiscamingue. Là, on va s'associer beaucoup dans des partenariats. Nous, on donne des cours aux enfants. On peut donner des cours aux adultes en art visuel. On fait aussi des ateliers de médiation culturelle pour présenter un peu ce qui s'en vient, que ce soit en art visuel ou que ce soit en art de la scène, mais initier le public à cette forme d'art-là ou si ce n'est que la danse ou le théâtre, on travaille avec les écoles, on va vraiment dans la communauté. C'est notre mandat. On est un OBNL en économie sociale et c'est vraiment notre mandat d'aller vers la communauté. Et je pense qu'on fait bien notre rôle dans ce cadre-ci. Michel, on va parler un petit peu d'économie à Ville-Marie. Et si on parle d'économie, c'est quoi le moteur économique le plus important à Ville-Marie? C'est les commerces et puis beaucoup les fonctionnaires. Puis on a LVL Global qui est un gros employeur, mais principalement la commission scolaire du Lac-Témiscamingue et le centre de santé. C'est principalement eux les principaux employeurs de Ville-Marie. Puis est-ce que ça a changé au cours des années?
Pas vraiment, c'est quand même assez stable, surtout maintenant avec le bois, LVL Global, c'est comme stabilisé, c'est que ça va quand même bien, donc c'est assez stable. Est-ce qu'il y a de la relève pour les entreprises d'ici? C'est une des problématiques qu'ils ont. De plus en plus, il faut qu'ils aillent recruter à l'extérieur. Il y a une pénurie, comme partout ailleurs, je pense au Québec, dans certains corps de métier. C'est assez compliqué. Mais même les commerces, on sait très bien qu'on manque de cuisiniers, on manque de serveuses, on manque un peu de tout comme partout ailleurs. Est-ce qu'il y a de la place pour de nouvelles entreprises, des gens qui veulent arriver, s'installer, partir en business? Je pense que oui. Je ne peux pas t'identifier des créneaux, là. Ça serait plus à la Chambre de commerce, j'imagine, d'identifier des créneaux, mais je crois que oui. Oui, il y a de la place. Et puis, on est devant justement, pas une entreprise, plutôt un organisme important à Ville-Marie. Lequel? Le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, j'ai choisi cet organisme-là, bizarrement parce que je ne les connais pas beaucoup. Je sais qu'ils offrent beaucoup de services, je sais qu'ils aident beaucoup de gens, mais je ne les connais pas énormément, donc je trouvais ça intéressant de les rencontrer. Et puis, pourquoi est-ce que cet organisme-là est important à Ville-Marie? Bien, il aide beaucoup les jeunes, que ce soit la conception de CV, de l'aide au travail, dans plein de choses, on en entend parler. Puis au niveau des nouveaux arrivants, tout ça, donc c'était important absolument. Donc je trouvais ça important d'aller les rencontrer. Et qui est-ce qu'on s'en va rencontrer? On va rencontrer Mme Hélène Nickner, qui est la directrice générale. Carrefour Jeunesse Emploi, c'est une grande gamme de services. En fait, notre mission première, c'est l'amélioration des conditions de vie des jeunes de 12 à 35 ans. Donc, c'est quand même une clientèle très large, et ce, par le biais de l'intégration socio-professionnelle. On part quand même de l'accompagnement au niveau de l'autonomie, avec des jeunes qui auraient pu rencontrer toutes sortes de difficultés dans leur parcours de vie, des jeunes qui peuvent avoir différentes problématiques avec lesquelles nous, on peut les accompagner, jusqu'à un accompagnement un petit peu plus précis par rapport au retour en emploi ou vers les études, parce que à mesure, en fait, de réaliser certains pas, il y a une découverte là, au niveau de son orientation professionnelle. Fait qu'il y en a qui vont faire le choix de retourner aux études, d'autres qui vont se trouver un emploi. Puis, on peut accompagner aussi certains jeunes pour maintenir leur emploi, parce que, bon, c'est pas toujours simple, en fait, de se refamiliariser avec le marché du travail. Mais on a aussi tout le travail avec nos jeunes professionnels, les jeunes qui vont quitter la région pour aller aux études, avec qui on va garder le lien pour qu'ils reviennent. Les nouveaux arrivants qui viennent s'établir au Témiscamingue, on peut offrir un service d'accompagnement. Et on a, dans le fond, on a aussi le volet au niveau de la persévérance scolaire avec des plus jeunes, donc des étudiants du secondaire surtout, avec qui on va développer des projets au niveau de la motivation scolaire, mais au niveau du développement des qualités entrepreneuriales aussi. On est 15 employés à différents niveaux, dans le fond, dans tous les mandats que je t'ai mentionnés tantôt, mais on travaille beaucoup en équipe, beaucoup ensemble dans des projets communs, parce qu'on a quand même aussi une grande visée qui est l'amélioration des conditions de vie des jeunes. Dans le fond, ça a commencé avec quelques employés, 3-4 employés. Maintenant, on est dans notre 21e année d'existence. Là, on a fêté nos 20 ans il n'y a pas si longtemps. Fait que c'est sûr que ça a changé. Il y a des services qui se sont modulés, transformés, mais on reste toujours centré sur le besoin des jeunes à différents niveaux. Donc, on suit les tendances, mais on suit aussi le milieu, parce que on travaille beaucoup au développement de notre milieu, puis il faut suivre aussi les besoins du milieu. Je pense qu'on peut agir à différents niveaux, dans le fond, pour le bien de la jeunesse. On côtoie les jeunes dans différentes sphères de leur vie. On côtoie aussi, en fait, les employeurs, parce qu'on a quand même un grand travail qu'on fait avec les employeurs, et je dirais qu'il s'accentue de plus en plus avec la démographie, notre enjeu démographique.
On a des employeurs qui ont un grand besoin de main-d'œuvre, qui se retrouvent dans des situations où ils n'ont personne. Donc, nous, on peut faire le lien avec ces gens-là. On peut faire du recrutement à l'extérieur. On peut faire le pont entre les intérêts de certains jeunes, leur formation, puis des employeurs. Mais on peut aussi, c'est ça, faire des accompagnements là, en milieu de travail au niveau du développement de compétences. En lien avec tout ça. C'est un projet de préparation à l'emploi qui est financé là, par Emploi Québec. En fait, ce projet-là permet à des jeunes de développer des compétences justement pour faire un retour à l'emploi ou un retour aux études. Donc, derrière vous, vous voyez des chandails. Bon, il y a eu, dans le fond, des tentatives là, au niveau de la couture. Fait qu'il y a quand même des projets de couture qui ont été réalisés. Ces chandails-là, par contre, ce n'est pas des chandails qui sont coûts ici, mais on a fait la sérigraphie, l'impression. Il y en a qui sont vraiment tout chauds, là, qui sortent de la presse, qu'on va être très fiers là, de vous les vendre cet été à la Foire Gourmande et au marché public. Michel, maintenant, on s'en va rencontrer la personne que tu as choisie comme personnalité de la ville de Ville-Marie. C'est qui? C'est Rosemary Scrive. Et puis pourquoi tu l'as choisie? Parce que Rosemary, elle fait partie du paysage depuis que je suis au Témiscamingue. Je la trouve rayonnante, brillante. Donc, puis c'est quelqu'un qui gagne à être connu énormément. Donc, puis elle fait partie aussi de l'histoire de Ville-Marie, qu'on pense au buste du frère Moffett. C'est son frère qui l'a fait. Du buste aussi, ou de la sculpture en haut ici, là, pas loin de la Seine-du-Lac, c'est aussi son frère. Sa famille fait partie de l'histoire de Ville-Marie. Alors, on s'en va justement la rencontrer. Rosemary, comme vous savez, Michel vous a choisi comme personnalité de la ville de Ville-Marie. Et là, vous devez vous demander pourquoi. C'est un trop grand honneur. Ça fait plaisir. Pourquoi? Rosemary fait partie du paysage de Ville-Marie, puis est rayonnante, puis en plus, sa famille fait partie intégrante de l'histoire de Ville-Marie, donc c'est un incontournable. Donc, je trouvais qu'il fallait qu'elle soit là absolument. Là. Oui. C'est rudement gentil. Merci beaucoup. Qui est Rosemary Scrive? Qui suis-je? Je dirais que j'ai plutôt un tempérament d'artiste. Okay. J'aime tout ce qui est beau, tout ce qui élève. Je pourrais dire que j'aime le bon Dieu, les amis, la parenté, enfin, j'aime la musique, la poésie et justement j'aime la nature et la liberté. En général, les artistes aiment la liberté. Voilà. Avec ma professeure, Julie Gagnon, chaque année, nous donnons un récital. Alors, les profits récoltés vont à différents organismes, tels le cancer, l'Alzheimer, les maladies du cœur, les maladies autrement dit pulmonaires. Voilà. La prochaine fois, on est supposé faire pour la sclérose en plaques. J'ai appris une centaine de poésies par cœur. Et à chaque récital, j'en récite une ou deux. Voilà, une, deux, trois, voilà. À part ça, j'ai appris à jouer du piano, du violon, de la flûte traversière, et puis de plusieurs autres instruments. Je ne les nommerai pas, je n'en finirai plus. Parfois, je m'assois sur la galerie et je respire le parfum de mes fleurs. Actuellement, ce sont des phlox blancs. Oh, c'est fou ce qu'ils sentent bon. Rosemary, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on vivait à Ville-Marie avant? Avant. Oh là là, c'était toute une histoire. Parce que, bon, je vais à peine effleurer le sujet parce qu'il y aurait tant à dire. Voilà. Il y avait l'école de Durand, juste en face de la maison. Et parfois, nous prenions une course pour nous y rendre, quand la cloche sonnait. L'institutrice enseignait toutes les matières. Et
à toutes les divisions, de la première à la 7e, puis parfois même jusqu'à la 9e année. Il faisait très froid parfois l'hiver, alors on gardait notre manteau et on s'assoyait près du poêle à bois. Nous vivions sans électricité, sans téléphone et sans télévision. Nous avions l'eau grâce à un moulin à vent. Si quelqu'un était malade, il fallait courir chez un voisin parce que lui avait le téléphone, alors il appelait le médecin. On allait aussi chez le voisin chercher un gallon de pétrole pour nos lampes à l'huile parce qu'on n'avait pas d'électricité. Pour le chauffage, nous avions une fournaise dans la cave et puis aussi un poêle à bois dans la cuisine. Nous avions plusieurs animaux et il fallait en prendre soin. Alors il fallait faire la traite des vaches à la main et puis ensuite faire les foins et aussi les grains. Les hivers étaient très rigoureux et duraient près de 8 mois. C'est fou, c'est extraordinaire de voir ça. Je ne sais pas comment ça se fait, ça a changé beaucoup. Les étés étaient très chauds et très orageux. En fait, un soir, la foudre est tombée sur la maison. Par bonheur, nous avons été sauvés, puis on dit toujours que c'est grâce au Sacré-Cœur, c'est un miracle, parce que maman avait une grande dévotion envers le Sacré-Cœur. Alors, mon père cultivait un grand potager, ça nous permettait d'avoir des légumes pratiquement toute l'année parce que dans la cave, il avait installé des casiers et puis même il mettait des casiers avec du sable pour avoir des poireaux, enfin un tas de choses, là, des carottes, des betteraves. Ouais, on suspendait même le pain, il y avait les oignons, en tout cas. En face de la maison, il y avait un poulailler et puis un hangar pour les outils et un endroit pour corder le bois. C'était tout pris ensemble, ça. C'était une bâtisse comme ça. Ils appelaient ça la shed, mais en français, je crois que c'est plutôt un hangar ou autre chose. Voilà. Mes frères allaient chercher des gros blocs de glace sur le lac, et puis ils les rapportaient et ils les mettaient dans du brandy. Et comme ça, on pouvait conserver la viande l'hiver. Hein? Notre maman était la charité incarnée. Elle veillait sur nous tous. Elle faisait le pain dans un pétrin. Elle faisait la cuisine, lavait le linge. En bas, nous avions 2 grandes cuves, une pour laver, puis l'autre pour rincer. Ensuite, il fallait étendre le linge dehors. Parfois, on allait chercher des squelettes parce que c'était gelé. En fait, c'était une maman en or. Elle jouait très bien du piano, chantait, récitait et nous apprenait à vivre en bons chrétiens. Autrefois, oui, nos 2 parents étaient bien rieurs, pieux, courageux et travailleurs. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'habiter ici au Témiscamingue, principalement à Ville-Marie? C'est trop beau. En fait, j'y suis née. Alors, je dirais que c'est plutôt le Témiscamingue qui m'a choisi. Ville-Marie, c'est un si beau village. On jouit ici d'un microclimat. C'est un site tout à fait merveilleux et on peut reconnaître l'accueil et la chaleur de ses habitants. Nous avons des couchers de soleil, j'oserais dire, mirobolants, des cieux étoilés d'une ravissante beauté, une nature splendide, la montagne et la grotte, puis un lac majestueux. J'habite près de ce lac, dans une maison plus que centenaire. Elle était déjà là en 1892. Mes parents en ont fait l'acquisition en 1963. Et auparavant, nous habitions, j'ai dit tout tantôt, sur la ferme que mon frère Pierre a reprise. J'ai beaucoup voyagé, mais rien n'est plus cher à mon cœur que ce si joli village de Ville-Marie, où je suis née et où je me sens si bien. C'est vraiment bien, merci.
Vraiment un bel hommage. Merci, Rosemary. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. J'étais très contente de revoir ce passé. Maintenant, Michel, j'aimerais que tu m'expliques où est-ce qu'on se trouve en ce moment. On est dans la baie des Pères à Ville-Marie, près de la marina et près aussi du site de la foire gourmande qui est en train de se monter en haut, là. Donc, c'est un de mes endroits préférés de Ville-Marie, un de mes coups de cœur. Depuis que je suis arrivé à Ville-Marie, c'est mon coup de cœur, ma place un peu de me ressourcer. Puis pourquoi c'est ton lieu coup de cœur? Le calme, le mouvement du lac tout le temps, le paysage qui est à couper le souffle, l'immensité du lac Témiscamingue, je trouve ça vraiment génial comme endroit. Comme beaucoup de gens qui arrivent ici, c'est le lac, là. Et puis, justement, pour les habitants de Ville-Marie, selon toi, ce lieu-là, qui est ton lieu coup de cœur, qu'est-ce qu'il représente? Bien, je pense que c'est un peu la même affaire que moi. Ils se l'approprient, mais il faut aussi que les gens se l'approprient un peu plus que ça. Donc, moi, je pense qu'au niveau municipal, on a aussi une job à faire de ce côté-là, de dire comment qu'on peut attirer les gens encore plus vers le lac. Est-ce qu'on peut installer un quai? On ne peut pas faire une plage, on n'a pas le droit au niveau du ministère de l'Environnement, mais il y a sûrement moyen qu'on s'approprie plus ce lieu-là. Et puis, quelles sont les activités qu'il est possible de faire ici? Bien, il y a, bizarrement, mais qu'il y a la pétanque que je vois en arrière de toi, là, présentement, que l'ancien maire était belge, et puis on a de plus en plus de Français et d'Européens. Donc, il y a le terrain de pétanque qui a été refait. Il y a la marche, il y a beaucoup de gens qui se baignent en arrière de moi. Il y a la scène du lac, il y a du vélo, il y a plein d'activités là, qui peuvent être pratiquées ici. Et justement, la scène du lac, bon, il y a une belle scène qui a été installée. Ça fait combien de temps que c'est là, cette infrastructure-là? Non, je ne peux pas te dire. Je me souviens pas depuis quand. Ça fait très longtemps parce que moi, depuis que j'étais au Témiscamingue est là. Donc, j'imagine que ça doit faire au-dessus de 21 ans. Et est-ce qu'il y a des fois des spectacles qui ont lieu ici? Oui, puis on aimerait ça. Il y a eu dans le temps les spectacles sur la scène du lac, je te dirais, là, mais ça a été coupé parce que c'était quand même une grosse dépense. C'est sûr que si on a les moyens financièrement, à un moment donné, on va ramener ces spectacles-là. Là. Ça serait dans nos vœux. C'était, on n'a pas fait de promesses, là, moi, entre autres, là, mais c'était dans mon petit cartable de dire hey, à un moment donné, il faut ramener des spectacles, il faut rendre ça plus vivant. Aussitôt que nos finances vont nous le permettre, on va essayer de faire de quoi pour mettre ça en valeur. Bizarrement aussi, il y a beaucoup de mariages sur la scène du lac. Il y en a eu au moins 3 ou 4 encore cette année. Et il y a toujours bien des mariages puis un petit peu de spectacle. Est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote à raconter en lien avec ton lieu coup de cœur, en lien avec où est-ce qu'on est en ce moment? Pas vraiment. Je te dirais que non. C'est vraiment mon lieu à moi. Quand je viens ici, c'est souvent que je suis seul. Je viens prendre une marche, je viens m'asseoir, je viens regarder les gens circuler. Donc, c'est vraiment un lieu calme pour moi. Quand j'ai pas vraiment le temps de m'en aller dans le fond du bois, je te dirais au lac, au chalet, c'est vraiment, je prends une marche, puis je m'en viens m'installer ici, puis je regarde les gens circuler. Je trouve ça intéressant. Un endroit pour se ressourcer. Oui, exactement. Donc, Michel, maintenant, on va parler des événements. Et c'est quoi l'événement à ne pas manquer à Ville-Marie? C'est la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. OK. Puis pourquoi? Parce que c'est le gros événement depuis 17 ou 18 ans. Ça attire plein de monde. C'est un événement familial accessible à tout le monde aussi. C'est pas mal. Tout est pratiquement gratuit, sauf les bouchées. Donc, c'est un bel événement. Puis là, en ce moment, on est chanceux parce que la foire gourmande, au moment du tournage, c'est en fin de semaine. Et là, les gens sont en train de tout installer. Et qui est-ce qu'on va aller rencontrer pour en parler? On va aller voir Lynne Descoteaux, qui était une des fondatrices, qui est redevenue présidente depuis environ 2 ans. C'est que Lynne, elle connaît l'événement sur le bout de ses doigts. Donc, c'est elle qu'on va aller voir. Alors, la foire, c'est un événement qui aide les agrotransformateurs à se faire connaître. Et par le fait même, c'est un événement rassembleur. Hein? La bouffe, c'est rassembleur. C'est un événement qui se passe le week-end d'août depuis 17 ans maintenant et qui rassemble tous les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-Est ontarien et du reste du Québec pour venir découvrir les produits de l'agrotransformation, les produits des microbrasseries, alcool, etc. Et aussi, par le fait même, faire la fête. Ça dure 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Alors, ça regroupe tout ça. J'étais là dès le début avec Bernard Flébus. Alors, Bernard, un jour, a eu l'idée
ça serait le fun de faire un événement comme la Foire gourmande. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on s'est assis. Quelques comparses, dont Normand Olivier de la ferme Norvie, Daniel Grenier de la ville de Ville-Marie. On s'est rassemblés avec d'autres membres aussi. On a formé un CA. Et là, c'était au mois de mars. Et on a décidé la date. On a dit que ce sera au mois d'août. On a regardé ça. On n'avait jamais fait de festival non plus. Et on était un peu fous. On a une belle folie. On attendait 1000 personnes à l'époque. On en a eu 5000. C'était fou. Et d'année en année, on a continué à parler de l'agrotransformation. On a mis sur... moi, ma grande fierté de tout ça, c'est qu'on a mis sur la map, sur le calendrier des événements, un événement dédié uniquement à l'agrotransformation, qui gravitent, autant les artisans de l'art, les artisans de la scène, etc. Et j'ai été, si ma mémoire est fidèle, 6 ans. Après 6 ans, j'ai arrêté, pris une pause, et depuis l'année dernière, la foire, peut-être qu'elle manquait un peu de souffle et de combattants, comme on pourrait dire. Et j'ai décidé de prendre les guides de ce festival-là, qui est devenu un festival tellement magnifique. Et l'année dernière, j'ai mis un peu de sel dans la sauce et tous les ingrédients qu'il faut pour faire un festival intéressant. Et cette année, je continue. Et voilà. Je pourrais t'en parler pendant 2 heures de toutes les raisons pourquoi que les gens devraient venir, mais je vais prendre pas tout ce temps-là parce que je vais laisser du temps à M. le maire. Mais d'abord et avant tout, c'est mon cheval de bataille, c'est pour venir découvrir les agrotransformateurs. C'est une chance unique, c'est un laboratoire pour eux. Ils ont le pouls des gens, alors d'aller donner leur avis aux agros, de dire « Ah, c'est fabuleux votre boucher, wow, quel beau produit, on a envie d'en acheter, où est-ce qu'on en retrouve? » D'abord et avant tout, je pense que c'est ça le moteur, mais c'est aussi pour venir à la rencontre des gens, venir festoyer, avoir du plaisir, un peu, je le dis un peu par tristesse, mais un peu boucler la boucle de l'été, des festivals de l'été. On est dans les derniers festivals. Alors, c'est un peu pour toutes ces bonnes raisons-là, mais pour avoir du plaisir puis beaucoup de bonheur. Michel, on vient d'aller visiter le site de la Foire gourmande qui a lieu à chaque fin août. Et maintenant, je vais te poser la question, est-ce qu'il y a d'autres événements importants à Ville-Marie qui ont lieu à chaque année? Oui, durant l'été, on a le Festival des saines habitudes de vie depuis plusieurs années, qui est un super beau succès. Ça aussi, c'est un événement très, très, très familial. Il ajoute des catégories, il s'adapte aux gens. Vraiment un beau festival. Puis, on a eu la première cette année du festival de pêche, compétition de pêche et coton sur le lac Témiscamingue, qui a été vraiment une belle réussite avec une centaine de participants cette année. On ne s'attendait pas à ça. C'est qu'il devrait avoir une suite l'année prochaine. Donc, je pense que c'est les 2 principaux, plus la Foire gourmande festival qu'on a. Et puis, ces festivals-là, comment est-ce qu'ils collaborent à la vitalité de Ville-Marie? Bien, si on pense, ils amènent des gens de l'extérieur, puis ils amènent surtout une clientèle différente. Les 3 festivals que je vous ai parlé, si on parle de la Foire gourmande, c'est Monsieur, Madame, tout le monde, c'est des petites familles. Festival des saines habitudes amène beaucoup de sportifs de l'Abitibi-Témiscamingue, amène aussi de plus en plus de jeunes à faire de l'activité physique. Puis le tournoi de pêche, c'est des pêcheurs d'un peu partout. Ils nous ont étonnés par leur étendue. Ils ont été chercher vraiment des gens, des pros qui sont venus à la pêche. C'était intéressant à voir. Donc, ils touchent chacun une clientèle différente. Puis, est-ce que la municipalité doit s'organiser d'une quelconque façon quand vient la venue d'événements comme ça? Oui, parce que c'est sûr qu'on donne un coup de main, qu'on pense à bloquer les rues pour le Festival des saines habitudes, pour la foire, pour exemple le tournoi de pêche, mais là, c'est la marina. Oui, les travaux publics et les gens de la ville doivent s'adapter. C'est sûr qu'on participe à ces 3 événements-là, donc planifier les horaires, tout ça, les gars travaillent fort quand il y a des événements comme ça. Premièrement, on sait que dans le cadre de sa planification stratégique, le Témiscamingue souhaite accueillir d'ici 2022 500 nouveaux arrivants. Est-ce qu'à Ville-Marie, ce serait un but d'accueillir des nouveaux arrivants? Oui, on en accueille déjà beaucoup,
Mais il faut voir aussi nouveau en termes d'hébergement. On manque d'hébergement à Ville-Marie. On a beaucoup de demandes justement pour des nouveaux arrivants qui veulent être au centre. Souvent, ils n'ont pas de véhicule. Mais on a un enjeu de ce côté-là. Donc, on doit essayer de favoriser le développement de nouveaux appartements ou de nouvelles résidences. Il y en a qui vont se bâtir. Là. Il y en a un sur le bord du lac, un des condos. On a un autre là-bas, là, du privé, un peu plus loin sur la Notre-Dame, un 3 ou un 4 logis. Mais on a ce côté-là qu'il faut favoriser. Puis il faut surtout favoriser de garder des services de qualité à Ville-Marie ou ailleurs sur le territoire, mais il faut vraiment se parler puis garder nos services. Sur quels autres atouts vous allez miser à Ville-Marie pour attirer de nouvelles personnes? Bien, je te dirais que tout est à Ville-Marie. L'avantage qu'on a, c'est que tout est ici, les soins de santé, la commission scolaire, l'école, on n'est pas loin de Lorrainville que la polyvalente. On a l'aréna, on a encore la piscine présentement. On essaie d'en avoir une nouvelle quelque part sur le territoire. On a un terrain de balle, on a des parcs, on a un jardin communautaire. Donc, tous les services sont quand même regroupés pour quelqu'un qui est à mobilité réduite ou qui est à pied parce qu'on n'a pas beaucoup de transport en commun. Donc, c'est l'avantage. Et puis, Michel, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour le convaincre de venir s'installer ici? Bien, à Ville-Marie ou au Témiscamingue, c'est vraiment la beauté, c'est la proximité. On est en ville, mais on est collé sur on décide d'aller faire du plein air. On est à 5, 10, 15 minutes de faire du plein air. Donc, puis tu as le lac direct dans ta cour, c'est merveilleux, là. Ouais. Et puis, de quelle manière est-ce que vous accueillez les nouveaux résidents à Ville-Marie? On a maintenant la trousse du Carrefour Jeunesse-Emploi, là, avec la planification stratégique qu'on donne. On est capable de les renseigner. On a l'accueil touristique qui est ici à Marina qui peuvent donner des dépliants. Puis on est ouvert à les accueillir. Moi, j'organise, j'ai eu une première l'année passée, j'ai organisé une journée de patinage durant le temps des fêtes pour les nouveaux arrivants à l'Aréna. On va refaire une deuxième année cette année. Donc, on essaie de faire de notre possible pour bien les accueillir. Puis justement, comment est-ce qu'ils se sentent, les nouveaux arrivants, quand ils arrivent à Ville-Marie? Bien, c'est surtout des Français, des Européens, donc des gens de langue française qu'on accueille, des Africains. Puis, ils se sentent bien accueillis. Bizarrement, on dirait, moi je pense au hockey entre autres, parce qu'on voit beaucoup de Français, de Belges au parti de hockey. Puis même s'ils ne connaissent pas le sport, ils aiment l'ambiance. Donc, beaucoup se mettent à suivre le hockey et se regroupent entre eux. Il y a une association à Rouen, maintenant, Ville-Marie et le Témiscamingue est dedans. Donc, on les voit un peu partout ensemble, là, que ce soit aux activités des enverdeurs, que ce soit au marché public. On les voit s'impliquer. Ça amène une belle dynamique dans la ville et au Témiscamingue en général. Et puis, Michel, maintenant, si on parle vraiment des enjeux propres à la ville de Ville-Marie, c'est quoi les principaux enjeux? C'est de maintenir nos infrastructures qui sont vieillissantes, qu'on pense à notre aréna. Là, présentement, est en train d'être rénové, qui a 50 ans. Notre hôtel de ville, notre piscine qui a 50 ans, qui manque énormément d'amour et de financement. Faut essayer de garder tout ça avec une population de 2600 habitants. Si on serait 10 à 15 000, le problème ne se poserait pas au niveau des finances. Mais là, à 2600 habitants, c'est extrêmement difficile de tout garder ces services-là. Avec les coupures qu'on vit, puis on vit aussi beaucoup de choses qui sont pelletées dans notre cours au niveau de l'environnement, au niveau de l'urbanisme, des nouvelles règles qui nous arrivent, mais le financement ne suit pas tout le temps. Donc, on a à vivre avec une source de revenus principale qui est la taxation, mais on doit faire face à toutes les dépenses. Donc, il va falloir trouver un moyen avec les autres municipalités de garder nos services et leurs services ou de partager des services, tout ça pour garder un Témiscamingue actif et attrayant. Mais d'une manière, tu sais, je pense à certaines municipalités qui ont déjà des arénas. Donc, comment on fait pour partager les coûts là-dessus? Il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont un plus beau terrain de baseball que nous. Mais il y a des infrastructures comme la piscine, par exemple, si on exclut celle-là de Témis, qui est quand même à 1 heure, qui est utilisée par le centre du Témis, mais il y en a juste une. Donc, une infrastructure comme ça, si on veut le garder, il faut vraiment s'entendre entre nous, la mettre quelque part, cette piscine-là, puis partager les coûts là, aux utilisateurs, là, aux municipalités, entre autres, là, si on veut garder ce service-là. Une piscine, c'est pas juste une place où monsieur, madame, tout le monde va se baigner. C'est vraiment... on regarde qui l'utilise. C'est beaucoup des nouveaux arrivants, justement, et des médecins et des professionnels qui s'en viennent ici. Puis leur sport, c'est d'aller à la piscine. Donc, si on perd la piscine, j'ai peur qu'on perde, tu sais, dans la planification stratégique, on veut attirer des gens. Bien, je pense qu'on peut perdre des gens à cause de la piscine. Là. Donc, nous, on n'a pas le choix de la fermer. Il faut le faire un pas vers l'avant. On dirait, regarde, on l'annonce pour que les gens se mobilisent. Donc, on a fait le pas.
Donc maintenant, on travaille pour la prochaine là, avec les autres municipalités alentours. Pour contrer les enjeux que tu m'as nommés, avez-vous des solutions que vous envisagez de prendre? Bien, si on parle de la piscine, entre autres, il y a déjà un comité qui est sur pied depuis, je te dirais, je pense que c'est février que le comité a été mis. Il a été initié par des citoyens qui veulent absolument garder leur service. Pour les autres services, je pense, exemple, au niveau des services d'incendie, bien là, on a fait un regroupement avec 6 ou 7 municipalités. Il y a beaucoup de regroupements qui sont mis en des municipalités qui se mettent ensemble pour dire, hey, regarde, on paye à la gang puis on se paye des services. Souvent, on n'est pas capable de les payer seuls. Donc, ça nous prend des regroupements. C'est que présentement, on est là-dedans. Puis refaire des liens aussi, on ne se cachera pas qu'on a à faire un job aussi pour refaire des liens entre les municipalités puis se dire les vraies affaires. Là. Les travaux à l'Aréna se déroulent extrêmement bien. Ça touche surtout la structure. Puis l'aménagement intérieur, ça ne touche pas la surface glacée. C'est beaucoup pour rendre le bâtiment éco-énergétique, c'est certain, isolé, et puis le rendre surtout sécuritaire. Là. Donc, on a installé des lumières Odel, on a repeinturé les plafonds. Dans la phase 1, l'isolation puis la toiture avait été refaite. Puis, un autre point, moi, qui était extrêmement important, c'est de la rendre accessible aux personnes handicapées. Maintenant, les gens vont avoir accès aux chambres de bain, aux restaurants, aux bars. Donc, c'est un gros plus pour ces gens-là qui fréquentent beaucoup l'Aréna et les matchs des Pirates. Et justement, si on en parle un petit peu des Pirates, c'est l'année passée que ça a commencé, cet engouement-là. Là, ça se poursuit pour une deuxième année. Oui, ça a été une belle réussite au-delà de nos attentes. Et puis, oui, ça se poursuit. Le camp est le 23-24, si je ne me trompe pas, à août. Et puis, ils attendent une quarantaine de jeunes. Puis, on devrait avoir un beau succès cette année. Puis, étonnamment, contrairement à d'autres équipes, on a environ, je crois que c'est 12 joueurs qui étaient là l'année passée qui reviennent. 12 joueurs sur une équipe de 24-25, si tu enlèves ceux qui ont maintenant 22 ans qui ne peuvent plus jouer, c'est quand même énorme. Donc, les jeunes ont aimé leur expérience, donc ils reviennent. Puis, on doit avoir une équipe super compétitive cette année, c'est qu'on va avoir des belles soirées. Et puis, les matchs des Pirates, ça se déroule principalement les vendredis, samedis? C'est les jeudis, les jeudis et les samedis. L'an passé, c'était beaucoup les samedis. Mais cette année, on a perdu les samedis parce qu'on a demandé d'adapter notre horaire avec le RIFT. Le RIFT, cette année, nous a sorti l'horaire pour la saison complète, puis on ne voulait pas se nuire. C'est aussi simple que ça. On ne voulait surtout pas nuire au RIFT. Quand le RIFT accueille des spectacles comme, par exemple, Jean-Michel Anctil, il n'y a aucun problème, ils remplissent. Mais je vais donner un exemple, c'est qu'il accueille des jeunesses musicales, par exemple. C'est plus difficile de remplir la salle. Donc, s'il y a un match des Pirates, ça leur tire un peu de gens. Cette année, ceux qui ont été faire l'horaire à Toronto ont parti avec l'horaire du RIFT et se sont assurés de ne pas programmer de parties quand il y avait des spectacles un peu moins vendeurs au RIFT. Donc, on a perdu des samedis, mais regarde, c'est correct, là, tout le monde va en sortir gagnant. Là. Et puis, les Pirates, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que tu vois quelque chose que ça apporte de plus à la ville de Ville-Marie depuis qu'ils sont là, depuis que l'équipe est ici? Des retombées économiques pour les restaurants, les bars, un beau dynamisme en ville, une activité. C'est le fun d'avoir du monde à l'Aréna, là, ça bouge, c'est comme un événement. Puis c'est le fun aussi de voir, là, on le voit, on a énormément de demandes pour que les jeunes aillent travailler. Parce que là, eux, quand ils arrivent, les jeunes, nous, sortons au cégep à l'université, donc on manque de main-d'œuvre au Témiscamingue. On en manque même durant l'été, en plein milieu de la saison. Donc, ces jeunes-là arrivent et ont déjà de l'ouvrage. Sauf les Français, souvent, n'ont pas de permis de travail, mais les autres peuvent travailler. Donc, il y en a qui sont entendus, que ce soit des commerces ou tout ça, ou pour aller travailler. Donc, ça, c'est intéressant. Puis l'autre chose aussi que j'ai oublié de rajouter, c'est qu'on a 25 gars qui dépensent des sous. Tu sais, ces gars-là, ça leur prend des hockey. Contrairement à moi, quand je jouais, ils ne jouent pas avec des Sherwood à 25$. C'est tous des bâtons assez dispendieux. Ça prend de l'équipement, ça dépense. C'est les jeunes qui dépensent de l'argent. Puis les autres équipes qui viennent nous visiter aussi. Ça met Ville-Marie, le Témiscamingue, ça mappe beaucoup. Pas juste Ville-Marie, parce qu'on s'aperçoit à l'Aréna qu'il y a des gens de partout. Au Témiscamingue, c'est assez intéressant. Puis beaucoup de gens de l'Abitibi aussi qui viennent parce qu'on a beaucoup de joueurs de l'Abitibi. On est probablement l'équipe où il y a le plus de Québécois dans cette ligue-là et de loin. Donc, ça amène des gens de l'Abitibi qui viennent voir les matchs. C'est intéressant. Quels sont les projets, les futurs projets pour la ville de Ville-Marie? C'est la piscine, comme je te parlais tout à l'heure. Ça va être un gros projet qu'il faut aller de l'avant. On a aussi notre usine d'épuration qui est un projet pour essayer de faire un nouveau bassin pour le phosphate. C'est une obligation du ministère de l'Environnement.
C'est un gros projet qui n'est pas très chic, mais on n'a pas le choix de le faire. On a aussi notre développement sur la rue Sabourin-de-la-Montagne qui va aller de l'avant peut-être l'année prochaine. On attend de voir la vente des terrains, comment ça se développe, les nouvelles règles au niveau de l'urbanisme, parce qu'on a des règles aussi à appliquer. Ensuite, je te dirais qu'on resserre les finances. On est présentement, depuis 1 an ou 2, même sur l'ancien conseil, on essayait de resserrer les finances, de voir tous les postes, pour ensuite, si on peut dégager pour pouvoir faire peut-être un peu de développement au niveau de la ville, là. On a plein de projets. On est arrivé à la nouvelle équipe, un peu rêveur avec plein de projets, mais on s'est aperçu qu'on n'avait pas les moyens de les réaliser, puis c'est correct, ça fait partie de la réalité. Donc, on va essayer peut-être de les réaliser prochainement. Donc, c'est un peu ça. On va y aller avec l'argent qu'on a. Oui. Et puis, comment ces projets-là vont demander ton implication à toi en tant que maire? À moi et surtout au niveau du conseil, parce que je te dirais qu'on est un conseil assez, on se délègue, on partage, on a chacun nos comités, nos responsabilités. Moi, présentement, je suis beaucoup au niveau de la piscine, il y en a d'autres qui sont au niveau de l'urbanisme. Donc, on va voir, dépendant du projet, ça va dépendre des conseillers qui sont là. On a une qui s'occupe du projet des enverdeurs, là, qui est un beau succès au niveau de l'environnement. Donc, ça dépend toujours dans quel comité ça va. Mais c'est ça, on va voir les projets qu'on va avoir sur la glace. Et puis, Michel, toi, quel est ton plus grand souhait pour ta municipalité? Je te dirais que quand je vais quitter dans 3 ans et 2 mois, avoir une ville en santé, puis avoir une ville qui a des bons liens avec ses voisins, puis qui est attirante, puis que les gens prennent conscience de la qualité de vie qu'ils ont à Ville-Marie. Moi, c'est ça qui m'a attiré. La qualité de vie, c'est merveilleux pour élever des enfants. Donc, j'espère que les nouveaux arrivants, mais même ceux qui sont ici, s'aperçoivent qu'on a vraiment une belle ville puis une belle région. Et puis, comment est-ce que tu vois l'avenir de Ville-Marie? Moi, je suis positif. Bizarrement, je suis positif. Je parle beaucoup du Témiscamingue parce que moi, il y a Ville-Marie, mais il y a le Témiscamingue, mais un ne va pas sans l'autre. Je pense que ça prend un centre fort pour que tout le monde rayonne. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de développement à Ville-Marie, mais aussi ailleurs. Je pense au secteur Est, entre autres, au niveau de l'agriculture, que ce soit biologique. Je crois que les jeunes vont se tourner de plus en plus vers les campagnes. On le voit déjà qu'ils sont déjà plus axés sur la qualité de vie que les jeunes de mon âge. Donc, je pense qu'on va avoir un petit boom à un moment donné de gens, de nouveaux arrivants, on le voit déjà, qui vont revenir ou qui vont venir au Témiscamingue à cause de notre qualité de vie. Michel, je veux te remercier d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, cet après-midi, et surtout d'avoir pris le temps de nous montrer ta belle ville de Ville-Marie. Merci, c'était vraiment plaisant. Merci beaucoup. Merci.